Et si tout ce qu'on vous a dit sur les pleurs de votre bébé était non seulement faux, mais exactement à l'opposé de la réalité? Depuis que vous êtes en âge de comprendre, on vous a répété la même chose. Prendre votre bébé dans les bras chaque fois qu'il pleure va le gâter. Votre mère vous l'a dit, votre voisine aussi. Peut-être même que votre médecin l'a sous-entendu. Mais et si ces moments où vous soulevez votre tout petit étaient en réalité parmi les plus puissants, les plus déterminants pour le développement de son cerveau? Et si ignorer ses pleurs, même parfois, même avec de bonnes intentions, causait quelque chose à son cerveau que la plupart des parents ne découvrent jamais? Restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce que la neuroscience dit réellement sur le fait de répondre aux pleurs de votre bébé. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne vivrez plus jamais les réveils de la nuit de la même façon. Commençons par le mythe, parce qu'il est plus ancien que vous ne le pensez. L'idée qu'un bébé qui pleure et qu'on console trop va être gâté existe depuis plus de 100 ans. Dans les années 1920, un psychologue du nom de John B. Watson conseillait aux parents de traiter leurs enfants comme de petits adultes. Ne les câlinez pas trop, ne les réconfortez pas trop vite. Il croyait que trop d'affection rendait les enfants faibles et émotionnellement dépendants. Ces idées se sont répandues comme une traînée de poudre. Elles ont été publiées dans des best-sellers. Elles sont devenues la norme culturelle d'une génération entière de parents. Mais voici la partie surprenante. Les idées de Watson n'étaient fondées sur aucune science réelle. Elles reposaient uniquement sur sa philosophie personnelle. Et pourtant, des millions de bébés ont été laissés à pleurer seuls dans le noir pendant des décennies à cause de lui. Pendant que Watson disait aux parents de retenir leur affection, des scientifiques commençaient à découvrir quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'il affirmait. Et ce qu'ils ont trouvé ne commence pas avec des bébés, mais avec des singes. Dans les années 1950, le psychologue Harry Harlow a pris de nouveau-nés singes et leur a proposé 2 mères artificielles. L'une était faite de fils de fer froid, mais avait un biberon de lait. L'autre était douce, recouverte de tissu éponge, mais n'offrait aucune nourriture. Tout instinct aurait dit que le singe devrait préférer la mère en fil de fer. Elle avait la nourriture, la ressource de survie. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les bébés singes passaient presque tout leur temps accrochés à la mère en tissu. Ils ne visitèrent la mère en fil de fer que le temps de se nourrir, puis ils revenaient en courant. Quand quelque chose les effrayait, c'est vers la mère en tissu qu'ils se précipitaient. Ils ont choisi le réconfort plutôt que la nourriture. Ils ont choisi la connexion plutôt que les ressources de survie. Et cela change tout. Parce que ce que Harlow a prouvé, d'une manière impossible à ignorer, c'est que le confort physique et la réactivité émotionnelle ne sont pas des luxes. Ce sont des besoins biologiques, aussi fondamentaux que la nourriture et l'eau. Mais voilà où c'est encore plus fascinant. Parce que ce que Harlow a trouvé chez les singes, la neuroscience moderne l'a maintenant confirmé chez les bébés humains à un niveau si profond et si permanent que cela va sincèrement vous faire reconsidérer tout ce que vous croyez savoir. Quand votre bébé pleure, son cerveau n'est pas juste en train de faire du bruit. Il envoie une alarme neurologique qui déclenche la libération d'une hormone de stress appelée cortisol. En petite dose, le cortisol est normal. C'est la façon qu'a le corps de faire face à une menace. Mais dans un cerveau de bébé qui est encore en construction, une exposition prolongée au cortisol n'est pas neutre. Des recherches publiées dans des revues comme Developmental Neuroscience ont montré que lorsqu'un bébé vit un stress répété et prolongé, sans réponse, sans réconfort, sans soulagement, le cortisol ne passe pas simplement. Il s'intègre dans l'architecture du cerveau. Il façonne littéralement la structure physique du cerveau en développement. Laissez ça s'imprimer un instant. La façon dont vous répondez aux pleurs de votre bébé n'est pas juste un choix émotionnel, c'est un choix neurologique. Vous participez à la construction du cerveau de votre enfant à chaque fois que vous entrez dans cette pièce et que vous le prenez dans vos bras. Et maintenant, et c'est important, je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser parce que la recherche est en réalité bien plus indulgente que vous ne le croyez. Nous y reviendrons dans un moment. Mais d'abord, parlons de ce qui se passe réellement quand vous répondez. Parce que c'est là que ça devient beau. Quand vous venez vers votre bébé qui pleure, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. La réponse au stress s'éteint, les niveaux de cortisol chutent et une réaction chimique complètement différente se déclenche. Une réaction qui inclut l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Le cerveau de votre bébé enregistre « Le monde est sûr, je peux faire confiance. Quand j'ai besoin d'aide, l'aide vient. » Et voici la partie que la plupart des parents n'entendent jamais. Cet enregistrement n'est pas seulement émotionnel, il est structural. Il est encodé dans les voies neuronales du cortex préfrontal en développement de votre bébé, la partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, de l'empathie et des relations. Chaque fois que vous répondez aux pleurs de votre bébé, vous créez une voie neuronale qui dit «
Le réconfort est disponible, la connexion est réelle, je ne suis pas seul. C'est ce que les scientifiques appellent l'attachement sécure. Et les recherches sur ce qu'il prédit pour l'avenir d'un enfant sont saisissantes. Des études qui ont suivi des enfants de la petite enfance à l'âge adulte ont montré que les enfants avec un attachement sécure font preuve d'une résilience émotionnelle nettement plus grande. Ils gèrent mieux le stress, ils forment des relations plus saines, ils réussissent mieux à l'école, ils sont plus empathiques. Ils montrent même des différences structurelles dans les régions du cerveau associées à la régulation émotionnelle. Tout ça grâce à quelque chose d'aussi simple et aussi profond que d'être soulevé quand ils pleurent. Mais voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Tous les attachements ne se ressemblent pas, et comprendre les différents types va transformer cette vidéo de fascinante en véritablement utile. Dans les années 1970, la psychologue du développement Mary Ainsworth a conçu une expérience désormais célèbre appelée la situation étrange. Elle a observé des centaines de bébés pendant que leur mère quittait brièvement la pièce puis revenait. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que les bébés réagissaient de 3 façons très distinctes. Le premier groupe, les bébés avec un attachement sécure, étaient bouleversés quand leur maman partait. Mais quand elle revenait, ils se calmaient rapidement et retournaient un peu jouer. Ce sont des bébés dont les besoins avaient été satisfaits de façon constante. Leur cerveau avait appris « quand je suis bouleversé, le réconfort vient ». Le deuxième groupe, les bébés avec un attachement anxieux étaient extrêmement perturbés quand leur maman partait. Mais quand elle revenait, ils ne pouvaient pas être apaisés. Ils s'accrochaient et pleuraient tout en repoussant en même temps. Ces bébés avaient vécu des soins inconsistants, parfois réactifs, parfois non. Leur cerveau n'avait jamais pu former une prédiction fiable. Alors ils vivaient dans un état d'alarme permanent, incapables de faire confiance au fait que la sécurité était réelle. Et le troisième groupe, celui-là est le plus surprenant. Ces bébés ne montraient presque aucune détresse quand leur maman partait et presque aucune réaction quand elle revenait. Ils semblaient bien, indépendants, faciles. Mais voici ce que la recherche a réellement montré. Quand les scientifiques ont mesuré leur taux de cortisol, ces bébés étaient tout aussi stressés que les bébés anxieux. Ils avaient simplement appris qu'exprimer leurs besoins de réconfort était inutile parce que ça ne fonctionnait jamais. Alors ils ont éteint le signal. Ils ont arrêté de pleurer. Non pas parce qu'ils étaient honte forts, parce qu'ils avaient abandonné. Et cette suppression apprise du besoin de connexion ne disparaît pas simplement. Des études montrent que les adultes avec ce schéma d'attachement évitant ont du mal à demander de l'aide, ont des difficultés avec l'intimité émotionnelle et souffrent souvent d'anxiété et de dépression tout en paraissant extérieurement autosuffisants. Le bébé qui semble le plus facile est peut-être en réalité celui dont le cerveau travaille le plus dur, tout seul. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui surprend souvent les parents. Parce que nous vivons dans une culture qui glorifie l'indépendance, qui traite l'autosuffisance comme la plus grande vertu, qui voit un bébé qui n'a pas besoin d'être porté comme étant en quelque sorte plus avancé. Mais la science dit quelque chose de complètement différent. John Bowlby, le psychiatre qui a développé la théorie de l'attachement, a observé quelque chose qu'il a appelé le phénomène de la base sécure. Les bébés avec un attachement sécure exploraient en réalité davantage, et non moins. Ils étaient de plus curieux, plus disposés à prendre des risques, plus capables de rebondir après des revers, parce qu'ils savaient, à un niveau neurologique profond, que si les choses tournaient mal, ils pouvaient en revenir. La base était sûre. La façon d'élever un enfant indépendant, c'est de le tenir près de soi d'abord. Maintenant, je vous avais promis que cette vidéo ne serait pas sur la culpabilité, et je le pensais vraiment, parce que voici l'une des découvertes les plus encourageantes de toute la psychologie du développement. Le chercheur Ed Tronick étudie ce qu'il appelle le cycle rupture et réparation dans les premières relations. Il a constaté que même les parents les plus aimants et les plus attentifs se trompent environ 30% du temps. Ils mal interprètent les signaux, ils répondent trop tard, ils ont des jours où ils sont trop épuisés, trop vidés, trop humains pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est normal, parce que les bébés n'ont pas besoin de perfection. Ce qui construit réellement la résilience, ce qui renforce réellement les voies neuronales de l'attachement sécure, c'est la réparation, le retour. Les recherches de Tronick ont montré que ces cycles de réparation, lorsqu'ils se produisent de façon constante, construisent quelque chose d'encore plus fort que la synchronisation parfaite n'aurait jamais pu le faire. Parce qu'ils enseignent au bébé quelque chose de profond, que les relations peuvent briser et être réparées, que la déconnexion n'est pas permanente, que la personne qui vous aime revient toujours. C'est la résilience émotionnelle, construite non pas malgré l'imperfection, mais à travers elle. Alors si vous avez eu des jours où vous avez laissé votre bébé pleurer plus longtemps que vous le vouliez, ou où vous n'avez pas été aussi présent que vous l'auriez souhaité, écoutez bien ceci.
Le cerveau de votre bébé est extraordinairement plastique. Il est conçu pour la connexion. Il va tendre vers vous. Et chaque fois que vous êtes là, chaque fois que vous revenez, vous faites le travail de réparation. Vous créez les voies neuronales qui disent « Je suis aimé ». Quelqu'un revient toujours. C'est suffisant. C'est bien plus que suffisant. Alors que pouvez-vous faire concrètement avec tout ça? Voici 3 choses que vous pouvez commencer aujourd'hui. La première, c'est ce que le Harvard Center on the Developing Child appelle l'interaction serre et renvoi. Un bébé gazouille, vous répondez. Un bébé tend la main vers quelque chose, vous suivez son regard et lui nommez l'objet. Un bébé fait une expression, vous la lui renvoyez. Ces micro-interactions, qui se produisent des dizaines de fois par jour, sont le mécanisme principal par lequel le cerveau social et émotionnel de votre bébé se câble. Vous n'avez pas besoin de jouets trop spéciaux ni de programmes particuliers. Vous avez juste besoin d'être présent et réactif. La deuxième chose, c'est de narrer le monde intérieur de votre bébé. Dites à voix haute ce que vous pensez que votre bébé pourrait ressentir. Tu regardes sans cesse la fenêtre. Qu'est-ce qui t'intrigue là dehors? Ça paraît simple, presque ridicule, mais les recherches sont extraordinaires. Les bébés dont les parents faisaient bas de façon constante montraient une activité cérébrale mesurément différente à 12 mois, plus active dans les régions associées au langage, au traitement émotionnel et à la conscience de soi. Vous ne parlez pas dans le vide, vous construisez un cerveau. La troisième chose, c'est le contact physique. Des recherches de la neuroscientifique Ruth Feldman ont montré que le contact peau à peau entre un bébé et son parent déclenchait une cascade d'événements neurologiques qui ne sont tout simplement pas reproductibles autrement. L'ocytocine monte en flèche, le cortisol chute, les voies neuronales associées à la sécurité et à la récompense sociale sont activées et renforcées. Et voici ce que je trouve le plus remarquable. Les recherches de Feldman ont montré que le contact physique avec un parent aimant peut réellement influencer quels gènes sont activés ou désactivés dans le cerveau en développement de votre bébé. Porter votre bébé, ce n'est pas le gâter. Porter votre bébé, c'est faire de la neuroscience. Nous avons commencé cette vidéo avec un mythe vieux de 100 ans. Un mythe qui disait que tenir votre bébé trop souvent le rendrait faible, que répondre à ses pleurs le gâterait, que l'amour donné trop librement causerait du tort. Et ce que la science a passé les 70 dernières années à découvrir, c'est que ce mythe n'était pas juste faux. Il était l'inversion précise de la vérité. Ce n'est pas l'amour qui rend les enfants fragiles, c'est l'absence d'amour. Ce n'est pas la réactivité qui crée la dépendance, c'est l'absence de réactivité. Ce n'est pas la connexion qui entrave le développement, c'est la déconnexion. La prochaine fois que votre bébé pleurera en pleine nuit, souvenez-vous de ceci. Dans ce moment, vous n'êtes pas juste un parent fatigué qui répond à un bébé qui pleure. Vous êtes un architecte qui pose des fondations. Vous écrivez les premiers mots de l'histoire de vie de votre enfant. Une histoire sur le fait que le monde est sûr, que les gens méritent qu'on leur fasse confiance et qu'il vaut la peine qu'on se lève pour lui. Et quand vous franchissez cette porte et que vous le prenez dans vos bras, vous répondez à cette question. Vous lui dites « Oui, tu en vaux la peine. Je suis là. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas le gâter. C'est la chose la plus importante que vous ferez jamais. » N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.